Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire du service informatique de la Fédération. Nous sommes le mercredi 4 février 2015 et le thème abordé aujourd'hui va être la gestion de compétition via le logiciel Hermès. Une présentation qui est faite avant tout pour les personnes que je qualifierais de débutantes. En tout cas, on va revoir vraiment les bases de la gestion des compétitions aujourd'hui. Donc, je vais lancer mon logiciel, mon module compétition. Nous allons donc au cours de cette présentation aborder toutes les étapes clés de la gestion d'une épreuve, donc la préparation en elle-même de la compétition avec ses caractéristiques clés, les formules, les dates, le nombre de tours, la préparation des séries. La préparation des séries est un élément vraiment très important puisque de la bonne organisation des séries découle la bonne organisation générale de votre épreuve. Ensuite, l'inscription des joueurs, le contrôle de ces joueurs, la préparation de vos départs, la sortie des cartes de score, la saisie des scores et la gestion des résultats. Voilà les étapes clés qui seront abordées dans ce cours. Donc on va commencer tout simplement par créer une nouvelle compétition. On va vraiment travailler sur un exemple suivi étape par étape. Tout simplement, donc après avoir lancé le module compétition pour créer une nouvelle épreuve, je vais cliquer ici sur le bouton nouveau et rentrer les informations de base sur la compétition, à commencer par son nom. Alors pour faire original, je vais l'appeler la coupe du webinaire. Je vais rester sur une compétition d'un seul tour. On va choisir la date d'aujourd'hui pour ce tour. Les départs prévus à 9 h. On verra tout à l'heure qu'on peut changer ces informations-là. Un seul tour. Je vais rester en forme de jeu simple et un simple Stableford. Je vous montrerai dans la partie série qu'il est possible de choisir du stroke play pour certaines séries. En tout cas, les informations qui sont indiquées ici sont des informations de départ qui souvent peuvent être modifiées par la suite. La seule chose que vous ne pourrez pas modifier après coup, en tout cas sans conséquence, c'est le choix entre une compétition de 18 trous, qui est celui par défaut, ou une compétition jouée sur 9 trous, où il faudra à ce moment-là cocher cette case. Je valide mon écran, et vous allez avoir une courte communication qui s'établit avec le serveur de la Fédération. Donc c'est imperceptible. Simplement, cette opération-là permet à votre logiciel de récupérer un identifiant unique, un numéro de compétition qui est chargé dans votre logiciel et qui permet après de gérer correctement tous les échanges, les publications des départs, l'affichage des résultats. Après avoir préparé les paramètres de base de la compétition, j'arrive ici sur la gauche, sur l'écran qui s'appelle paramètres détaillés. Alors quand on parle de détails, vous voyez qu'on rigole pas, vous avez vraiment un écran très fourni, très détaillé. Alors pour ceux qui découvrent le logiciel pour la première fois, ça fait beaucoup d'informations. Soyez rassurés, en réalité, les informations de base les plus importantes sont celles qui sont présentées dans le cadre droit. La partie concernant le nombre de tours, la date, et l'heure de départ estimée pour chacun de ces tours et la forme de jeu. Donc le reste, ce sont des compétitions sur lesquelles des paramètres sur lesquels on a très peu souvent à intervenir et ça va souvent plutôt concerner les modules, par exemple d'inscription en ligne ou de bornes tactiles que vous n'avez pas forcément dans vos clubs respectifs. Bien, après avoir contrôlé ces informations qui correspondent à ce qui aura été rentré dans le panneau nouveau de tout à l'heure, je vais passer à l'étape suivante ici, qui s'appelle choix du terrain. C'est une étape très importante. Le choix du terrain, c'est indiqué au logiciel sur quel terrain va se dérouler votre épreuve. N'oubliez pas de passer systématiquement par cet écran-là pour vérifier que le ou les terrains sélectionnés sont bien les bons. Le logiciel que j'utilise aujourd'hui est celui de l'association Corpo de la Fédération. C'est un club sans terrain, donc c'est pourquoi par défaut, il y a un terrain de démonstration qui est chargé et pas un terrain réel. Par contre, vous, dans vos
golf respectifs. Quand vous créez une nouvelle épreuve, ce seront bien votre ou vos terrains qui seront sélectionnés par défaut. Donc pour me mettre en situation réelle, je vais charger un vrai terrain en cliquant ici sur le bouton qui s'appelle Charger parcours. Et je vais sélectionner par exemple le parcours de l'Aigle au Golf National. Voilà, vous voyez donc le parcours apparaît ici et du coup maintenant je peux supprimer le terrain de démonstration. Alors, c'est un conseil fort que je vous donnerai. Je vous invite à supprimer tous les parcours qui seraient dans la partie choix du terrain et que vous n'allez pas utiliser. Il est inutile de charger le logiciel dans une épreuve avec 5-6 terrains différents si réellement vous n'en utilisez qu'un. Vous verrez tout à l'heure dans la partie série par index que ça vous permet de gagner du temps en ayant directement vos séries associées au bon terrain et pas avoir à chercher dans une liste déroulante parmi 5 ou 6 terrains sélectionnés. Faites bien la différence entre la partie terrain ici et la partie choix du terrain. Ici, terrain, c'est la liste des terrains qui sont enregistrés dans votre logiciel de manière générale. On y retrouve notamment le terrain de démonstration et le terrain de l'Aigle que j'ai sélectionné tout à l'heure. La partie ici qui s'appelle choix du terrain, ce sont bien les terrains qui sont spécifiquement choisis pour la compétition en cours. D'accord ? Donc, quand on supprime un terrain dans la partie choix du terrain, ça ne le retire pas définitivement du logiciel, ça le retire de votre compétition. Donc n'ayez pas de scrupule, dans la partie choix du terrain, vous retirez les terrains qui ne sont pas utilisés. On passe à la partie suivante, qui sont les séries par index, la définition des séries par index, où on va retrouver des informations préalablement saisies. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais choisi un simple Stableford, donc on retrouve en formule par défaut mon Stableford ici. J'avais choisi le terrain l'Aigle, on le retrouve là, dans mes listes déroulantes. Je suis ici dans les séries messieurs. Si je clique ici, je suis dans les séries dames. On retrouve le même terrain. Vous noterez que j'ai des repères de jeu différents, des bornes de séries différentes. Alors, un rappel de base, les séries d'index, ce sont des groupes de joueurs homogènes en nombre et en niveau. Il n'y a pas de recommandation particulière de la fédération sur les bornes à choisir pour vos séries d'index. Chaque club a une population de joueurs qui lui est propre. Certains clubs ont plus de bons joueurs que d'autres. Ce qui est intéressant dans la gestion des séries, c'est d'avoir des groupes de joueurs qui permettent à chacun d'être intéressé à participer à votre compétition. Par exemple, si vous laissez une borne d'index pour la première série à 11,4 et que vous n'avez que 3 joueurs qui sont d'un index inférieur ou égal à 11,4, finalement votre podium pour la première série, il est déjà fait, donc ça n'a que peu d'intérêt pour les joueurs. Dans ce cas-là, le club aura intérêt à augmenter la borne de sa première série. Et à l'inverse, un club qui aurait beaucoup de joueurs en dessous de 5 d'index va plutôt avoir tendance à baisser la borne de la première série. Comprenez bien qu'il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de valeur clé que la fédération communiquerait pour les séries des compétitions clubs. C'est à chaque club de fixer ses séries et généralement, en fait, dans un club, il y a un usage qui est déjà bien établi, une histoire qui fait que vous connaissez déjà à peu près les bornes d'index qui sont utilisées. Dans le même ordre d'idées, vous avez la possibilité de créer autant de séries que vous voulez, jusqu'à 6 séries par sexe. C'est bien suffisant. Vous allez rarement avoir besoin de plus de 4 séries. À moins que vous ayez une compétition de 300 joueurs, il ne servira à rien de trop séparer les joueurs, parce que déjà, il faut la dotation qui va bien, puisque les séries servent à regrouper les joueurs sur un même repère de jeu, mais ils servent aussi à faire des classements séparés pour vos remises de prix. Donc ça ne servira à rien de séparer les joueurs en des séries trop nombreuses si derrière vous n'avez pas la dotation qui va bien en face, et surtout si les séries jouent du même repère. Techniquement, sur le logiciel Hermès, pour modifier vos séries, vous allez cliquer sur le petit crayon ici. Ça vous permet de rentrer en modification dans cet écran et de choisir pour chacune de ces séries le terrain associé ainsi que le repère de jeu, voire la formule. Votre dernière série sera matérialisée par 3 petits points. Le logiciel comprend par exemple que pour la 4e série messieurs,
elle ira de 37 jusqu'à non classé. Si vous mettez 54, ce que l'on voit assez souvent dans les clubs, attention, ça va vous créer une série supplémentaire qui va aller de 55 à l'infini. Alors en réalité en France, il n'y a pas de joueurs qui seraient d'index 55 et plus. Ça pourrait arriver un jour ou l'autre dans le futur, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Donc je vous conseille de bien terminer votre dernière série par 3 petits points. Le terrain associé vous permet de choisir des terrains différents d'une série à l'autre. C'est assez peu utilisé, mais c'est possible. Là, pour le coup, vous vous souvenez tout à l'heure que dans le choix du terrain, je n'avais gardé que le terrain de l'Aigle. Donc, dans mes listes déroulantes, je n'ai que l'Aigle. Donc, j'ai le terrain qui se met par défaut pour toutes mes séries. C'est là que je gagne du temps, plutôt que d'avoir à choisir entre 5 et 6 terrains différents. Pour le repère de jeu, là, par contre, je vais avoir besoin d'adapter mes repères à chacune de mes séries. Et notez bien que je peux faire jouer, par exemple, les messieurs de repères bleus, voire de repères rouges, sans que ça pose un problème au logiciel. Les repères homologués sont homologués pour tous les sexes. Et derrière les valeurs qui servent à calculer le handicap de jeu, donc le nombre de points que l'on va rendre aux joueurs, tient compte du SSS et du slope de ces repères. Donc plus on va prendre des repères approchés, moins le joueur aura de points. Donc le logiciel le gère correctement, de même que pour le calcul des nouveaux index lorsque vous transmettez les scores à la base de données fédérale Fléol. Donc il est tout à fait autorisé, je dirais même qu'il est recommandé de faire partir les joueurs de repères qui sont jouables pour eux, qui sont à la limite même faciles pour une série qui irait de 37 à non classé. Alors pour les séries non utilisées, celles qui commencent et se terminent par 3 petits points, vous pouvez laisser le repère que vous souhaitez, ça n'aura pas d'incidence sur la gestion de votre compétition. N'oubliez pas d'aller vérifier les repères pour les dames et de la même façon d'aller les adapter. La deuxième série dames, je vais les faire partir des rouges, ainsi que la troisième série. Vous pouvez, comme dans cet exemple, avoir un nombre de séries différents entre les dames et les messieurs. Le logiciel le gère correctement. De même que vous pouvez le constater également, les bornes des séries ne sont pas obligatoirement les mêmes entre les deux sexes. J'enregistre mes séries. Alors vous aurez compris dans le même ordre d'idée que je pourrais, comme je pouvais sélectionner le terrain, choisir une formule spécifique. Si dans votre compétition, vos premières séries jouent en stroke play, vous pouvez le modifier en allant choisir ici stroke play pour cette série-là. Alors par défaut, quand on change la formule, ça le change pour le reste des séries, mais vous pouvez le modifier par la suite individuellement. Ça, c'est une petite astuce pour vous faire gagner un petit peu de temps. Bien. Dernière chose avant de passer à la partie inscription des joueurs, vous avez dans cette case ici, index ou handicap de jeu maximum. C'est ici que vous pouvez limiter le nombre de points de vos joueurs. Ça arrive parfois sur les compétitions, notamment lorsque vous n'avez pas suffisamment de joueurs pour avoir une vraie dernière série qui irait par exemple de 37 à non classé. Donc une dernière série qui par exemple irait de 26-4 à non classé est beaucoup trop large, et en tout cas les joueurs qui sont d'index 36 ou plus ont beaucoup trop de points et beaucoup plus de chances de gagner en net que les autres. Auquel cas, ce que font certains clubs, c'est que dans ce cas-là, ils plafonnent le nombre de points, souvent à 36, de manière à rétablir un peu d'équilibre sur le calcul du net. Ce 36, ce serait dans cette case que vous auriez à le noter. Si vous notez 36 ici, le logiciel comprend que quel que soit l'index du joueur, il n'aura jamais plus de 36 coups reçus sur sa carte. Donc, un maximum de 2 coups reçus par trou. Si vous laissez 3 petits points, le logiciel est libre de donner le nombre de coups reçus qui correspond à la formule. Donc, ça peut aller jusqu'à 54, voire plus. 3 coups reçus par trou ou plus. Je sauve mes séries. Et je vais maintenant passer à l'étape suivante, qui va être l'inscription des joueurs. Je passe assez rapidement sur les autres types de séries possibles à gérer dans votre logiciel, notamment les séries basées sur des catégories d'âge ou des séries complètement libres. Je vous renverrai pour ça sur une session qui a été spécifiquement enregistrée concernant la gestion des séries et l'inscription des joueurs. Vous aurez un petit peu plus de détails sur ces paramètres-là. Simplement pour les mentionner, donc vous avez la possibilité dans votre logiciel de créer des séries par âge, donc d'indiquer
un nom de série masculin ou féminin, un âge de départ, un âge de fin, et indiquer un terrain et un repère de jeu spécifique. Voilà, je passe maintenant à la partie inscription. Donc j'ai préparé ma compétition, j'ai choisi la formule, le terrain, je suis allé dans mes séries pour les paramétrer. Je passe maintenant à la phase d'inscription des joueurs. Donc je descends en fait dans les options présentées et je vais dans inscription et carte de score ici. L'inscription des joueurs se fait en cliquant sur ce bouton, inscription joueurs. Je tombe sur un écran qui va, sur la gauche, me présenter mes joueurs disponibles. Ce sont tous les joueurs qui sont enregistrés dans votre logiciel, donc vous avez vos licenciés, mais aussi tous les joueurs qui auront été inscrits au moins une fois dans une compétition de votre logiciel Hermès. L'inscription est très simple. Je sélectionne le joueur, alors je peux effectuer des tris. Je sélectionne le joueur et je le fais glisser à droite dans ma partie inscription. Je valide par OK, vous voyez que mon joueur est inscrit. Je reviens. Alors ça, c'est la théorie, c'est l'idéal, mais quand on a dans le logiciel plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, évidemment, le fait de devoir scroller, de devoir faire défiler toute la liste des joueurs pour sélectionner le bon et l'inscrire en le faisant passer à droite n'est peut-être pas la méthode la plus efficace. Dans ce cas-là, je peux utiliser une recherche par nom ou par numéro de licence en utilisant cette case. Donc je vais prendre par exemple Aubry. Alors je vais taper tout ou partie du nom, donc là par exemple AUBR, j'appuie sur Entrée. Alors j'insiste bien, j'appuie sur Entrée, je ne clique pas sur la petite loupe. On voit régulièrement des clubs qui pestent parce qu'ils se disent c'est pas très pratique d'avoir à cliquer sur la loupe à chaque fois qu'on va inscrire un nouveau joueur. Mais sachez simplement que le simple fait de faire Entrée quand vous êtes dans la zone de recherche vous sélectionne automatiquement les personnes dont le nom correspond. Donc vous avez les personnes dont le nom correspond et vous pouvez donc les inscrire en les passant sur la droite. Bien. Alors cette manière de procéder est assez pratique et pour ceux qui vont vouloir aller assez vite, il est possible aussi de ne pas utiliser la souris. Donc je vais taper par exemple le début d'un nom, MAR. J'ai à l'écran tous les noms qui commencent par MAR et regardez sur la gauche mon petit indicateur, mon petit triangle. Avec les flèches de mon clavier, je peux descendre ou remonter dans la liste. Et en appuyant sur la touche plus, ça bascule automatiquement mon joueur sur la droite. Donc c'est une façon notamment assez rapide d'inscrire les couples qui en général portent le même nom lorsqu'ils sont mariés. Et vous allez pouvoir taper leur nom. Et si vous voulez inscrire les deux, vous mettez en face du premier, vous appuyez sur la touche plus. En face du second, vous appuyez sur la touche plus. Vous n'avez pas besoin de rechercher le nom deux fois dans la zone qui est en dessous. Voilà, donc ça c'est la façon d'inscrire un joueur qui est déjà préalablement enregistré sur votre logiciel Hermès. Ça va être le cas de la grande majorité de vos joueurs, puisqu'il suffit d'avoir été inscrit une fois pour être déjà présent, mais maintenant vous allez parfois avoir besoin d'inscrire des joueurs extérieurs, des joueurs qui viennent d'autres clubs, en tout cas des joueurs que vous allez avoir à inscrire pour la première fois. Alors ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que le nom que vous allez taper, je vais taper par exemple Gilardi, entrée. Vous allez avoir une réponse vide, sous-entendu, le monsieur ou madame Gilardi n'existe pas dans votre fichier. C'est là que vous allez pouvoir utiliser l'ajout de joueurs extérieurs, ce bouton-là, où on va vous proposer de rentrer des informations sur le joueur. Alors, on peut être plus précis que le seul nom, on peut indiquer le début du prénom, par exemple, ou des informations plus précise. Simplement attention, sachez que si vous ne tapez pas exactement l'orthographe du nom ou du prénom tel qu'il est connu sur Fleol, vous pouvez passer à côté du joueur. Donc rentrez des informations, mais sans non plus être trop précis pour être sûr de bien retrouver le joueur. Donc là, je vais me contenter de rentrer Gilardi dans le nom. Je vais cliquer sur le petit bouton ici, qui s'appelle récupérer des données de la base Fleol. Et il va chercher sur la base des golfeurs français, donc c'est la base fédérale qui contient un peu plus d'1 million de personnes, toutes les personnes dont le nom commence par Gilardi, en tout cas par ce que j'aurais tapé. Donc je vais choisir la personne, j'ai quelques indications pour savoir s'il s'agit bien de la personne souhaitée, son club, son index, sa date de naissance. Je le sélectionne et ma fiche est pré-remplie. Je l'enregistre, je confirme.
et mon joueur est inscrit dans mon logiciel. Ça, c'est à faire une et une seule fois. C'est-à-dire que la prochaine fois que M. Gilardini va rentrer, va s'inscrire dans une compétition dans le club, la recherche directe telle que je vous l'ai présentée la première fois fonctionnera et vous l'aurez directement à l'écran. Dernier exemple, le joueur étranger, ou en tout cas le joueur qui n'est pas enregistré sur Fléol. Ça va être le cas donc du joueur étranger. Là, je vais rechercher par exemple M. McDowell, entrée, et je ne le trouve pas. Il n'est pas inscrit chez moi, malheureusement. Donc je vais cliquer sur Ajout de joueur extérieur. Je vais rentrer les informations que je connais. Éventuellement une recherche sur Fléol, mais là, Fléol me répond aucun licencié trouvé. C'est un joueur qui n'existe pas sur la base fédérale. Tout simplement, je vais pouvoir continuer son inscription en enregistrant les informations que je connais. Bon, on va mettre par exemple son pays. Voilà, Irlande du Nord, date de naissance n'est pas obligatoire. De manière générale, et ça c'est valable pour l'ensemble du logiciel, les informations que vous ne connaissez pas, vous les laissez vides, et très souvent, on s'en accommode bien. L'index de jeu, je vais quand même supposer que le joueur n'est pas forcément non classé avec un nom comme ça, Graham McDowell, je vais le mettre pro. Ça me permet de vous montrer comment sont notés les joueurs pro dans le logiciel. Il suffit simplement dans leur index de remplacer leur index par pro. Et sachez en tout cas que tous les joueurs professionnels français sont enregistrés sur la base Fléol et vous aurez de toute façon cet indicateur noté automatiquement. J'enregistre. Et j'ai mon joueur McDowell inscrit dans la compétition. Donc vous voyez qu'un joueur étranger, notamment un joueur sans numéro de licence français, peut être inscrit sans problème dans votre compétition. C'est important parce que c'est aussi ce qui vous permet de gérer une compétition si toutefois vous avez une coupure de votre accès Internet qui ne vous permet pas d'aller chercher les joueurs sur la base Fléol. Vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez quand même inscrire manuellement tous les joueurs que vous voulez pour pouvoir préparer votre compétition. Vous remarquerez que parmi les joueurs inscrits, certains apparaissent sur un fond blanc. Ce sont des joueurs éligibles. Ils sont à jour de leur licence, à jour de leur certificat médical. Et certains joueurs sont sur un fond rouge. À l'inverse, ce sont des joueurs qui ne sont pas autorisés à participer à ma compétition. Je vous rappelle que pour pouvoir participer à une épreuve individuelle comptant pour l'index, il faut obligatoirement être à jour de sa licence et de son certificat médical. Vous avez simplement une période dite de tolérance qui va jusqu'au 31 mars, qui permet à un joueur de jouer ce type de compétition sans blocage, pour peu qu'il ait eu une licence l'année d'avant et ainsi qu'un certificat médical. Mais il a jusqu'au 31 mars pour le renouveler. À partir du 1er avril, il sera sur un fond rouge et il sera bloqué. Plus concrètement, quand on va dans la saisie des scores, si j'essaye de saisir un score pour ce joueur, j'ai un message indiquant saisie de score interdite. Le joueur n'a pas de certificat médical. On vous met le motif du blocage. Pour vérifier vos joueurs, et c'est une étape très importante, voire indispensable, quand vous avez terminé vos inscriptions, en tout cas quand elles sont bien avancées, vous pouvez cliquer ici sur le bouton de contrôle des inscrits. Le contrôle des inscrits indique que vous souhaitez interroger la base Fléol et recevoir les informations les plus à jour sur ces joueurs-là, notamment vérifier leur état de licence et leur état de certificat médical. Ça met à jour également l'orthographe des noms, prénoms, la date de naissance, enfin, toutes les informations connues sur le joueur. Vous voyez, tous mes joueurs ont été vérifiés. Il se trouve que dans l'exemple que j'ai pris, tous les joueurs sont maintenant autorisés à jouer, sont à jour de licence ou de certificat médical. Aucun d'entre eux n'est bloqué. Donc voilà, ça se fait par le contrôle des inscrits, le bouton qui est présenté ici. Donc j'ai préparé ma compétition, préparé mes séries. On imagine que j'ai inscrit mes joueurs. Alors je vais aller très vite. Et pour la suite de mon exemple, je vais inscrire très rapidement avec la touche plus quelques joueurs pour que ma compétition ressemble au vôtre. Vous avez forcément un minimum de, allez, je dirais 150 joueurs inscrits, bien sûr. Surtout pour vos médailles de semaine. Voilà, une fois que les joueurs sont inscrits, vous avez une liste un petit peu plus complète. Bon, j'ai beaucoup de rouge. Je ne vais pas relancer un contrôle d'inscrits parce que sur une liste comme celle-ci, ça va prendre quelques dizaines de secondes. Mais on va avancer, on va passer maintenant à la partie liste des départs.
Quand je vais sur la liste des départs ici, je tombe forcément au début sur un écran vide. C'est normal, puisque pour l'instant, je n'ai encore rien préparé. Donc cet écran vide est le signe que les départs ne sont pas encore faits. Je vais cliquer ici sur le petit crayon pour indiquer au logiciel que je souhaite préparer mes départs. Et un peu comme l'écran d'inscription, je vais me retrouver avec mes joueurs disponibles à gauche et mes emplacements à droite. Vous aurez compris, pour placer les joueurs sur les départs, je vais les prendre à la souris de la gauche et les déposer sur la droite. C'est ce qu'on appelle faire des tirages manuels. Donc vous avez totale liberté de gestion de vos départs en plaçant les joueurs de cette manière. Alors la façon de préparer les départs est très différente d'un club à l'autre. Certains vont utiliser des tranches horaires, d'autres non. Certains vont faire beaucoup de shotgun. Le shotgun, je ne vais pas le montrer dans cette présentation-là. On l'abordera dans la partie questions-réponses. Et comme tout à l'heure, je vous renverrai aussi sur un cours qui a été spécifiquement créé pour la gestion des départs et dans laquelle on explique par le détail la préparation d'un shotgun. Ce que je vais vous montrer pour l'instant, c'est la manière d'inscrire les joueurs de placer les joueurs dans les départs de manière manuelle. Alors pour ceux qui ont l'habitude du logiciel, vous aurez remarqué qu'il y a un gros travail d'optimisation qui a été fait sur cette partie-là. En tout cas, les rafraîchissements sont beaucoup plus rapides qu'avant quand on dépose un joueur à la main, ce qui était parfois pénible sur un PC assez lent et quand on avait beaucoup de joueurs. Voilà, donc ça c'est le placement à la main. Ce qui se fait le plus souvent dans un club, lorsqu'on utilise des tirages automatiques, on va trier les joueurs par ordre d'index. N'oubliez pas que vos colonnes ici peuvent être triées en cliquant dessus. Mes joueurs sont déjà triés par index. Si je clique ici sur la double flèche, le logiciel va placer ma liste de gauche sur la droite, sans toucher aux personnes que j'aurais préalablement déposées à la main. Donc, je vais le faire. Et ça me permet d'avoir un tirage automatique, mais qui respecte aussi peut-être les desiderata spécifiques de certains joueurs qui auront souhaité partir à des départs particuliers, si tant est que votre commission sportive accepte certaines largesses avec vos clients, avec vos joueurs, pour la préparation des départs. Je vais vous le remontrer. Donc, j'ai à l'inverse la double flèche qui me permet de retirer tout le monde. Alors là, pour le coup, ça retire vraiment tout le monde. C'est-à-dire que ceux que j'aurais placés à la main ne vont pas rester sur la partie droite. Je vous le remontre. On peut placer les joueurs à la souris, à la main, et on peut faire du tirage automatique basé sur un tri que j'aurais préalablement fait à gauche, et donc compléter ma liste de départ. Ensuite, vous avez la possibilité sur votre feuille de départ à droite d'agir sur pas mal d'éléments, notamment le nombre de parties. On imagine, vous avez déjà préparé vos départs, puis vous avez 3 nouvelles inscriptions qui arrivent à la dernière minute. Pour l'instant, vous n'avez que 22 parties de libre. Et bien, vous pouvez en créer en plus, 23, 24, 25, et vous allez vous retrouver en fin de liste avec des départs supplémentaires disponibles. Et vous pourrez donc déposer vos nouveaux joueurs dedans. Ne perdez pas de temps à essayer de supprimer les départs vides quand ils vont être sauvegardés, ce qui va être fait. Vous voyez les départs midi 40, midi 50, 13 heures. Quand je sauvegarde, ces départs ne sont pas présentés dans la liste. Vous voyez qu'on s'arrête bien à midi 30. Et de même que si je clique ici sur la petite imprimante pour imprimer mes départs, donc ma liste départ par heure par exemple, je vais faire un aperçu. Voilà. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez le voir. Sur ma deuxième page, vous voyez que mon dernier départ affiché est bien en tout cas le dernier départ dans lequel sont inscrits au moins un joueur. On ne reprend pas 12h40, 12h50, 13h. C'est une petite précision utile parce qu'on voit assez souvent des utilisateurs qui prennent du temps à bien supprimer tous les départs non occupés. C'est parfaitement inutile. Le logiciel s'en accommode très bien. Un départ qui n'est pas occupé, il est publié nulle part, il est rappelé dans aucune des impressions. Et vous pouvez très bien passer à autre chose. Je vais revenir dans ma gestion des départs pour vous montrer d'autres éléments sur lesquels nous pouvons agir. Donc vous l'avez vu, le nombre de parties, la cadence entre les parties. On peut imaginer, donc par défaut, on a une cadence de 10 minutes entre chaque partie, mais on peut imaginer de la réduire ou de l'augmenter. Le nombre de joueurs par partie ici.
On peut passer, donc par défaut, on part de 3, mais sur une compétition bien complète, on peut passer à 4 joueurs. Et c'est là que les boutons qui sont présentés ici vont servir. Souhaitez-vous que le départ de 4 joueurs concerne uniquement la partie sélectionnée? Donc c'est mon départ de 9 heures, je vais cliquer dessus. Voilà, il n'y a que le départ de 9 heures qui est impacté. Ou souhaitez-vous que mon départ à 4 joueurs soit appliqué depuis la partie sélectionnée, sous-entendu jusqu'à la fin, donc je vais mettre 4, et je vais dire depuis la partie sélectionnée, et vous voyez en fait que mes départs de 4 joueurs sont appliqués à partir de 9h40 et jusqu'à ma dernière partie. Ou sinon, vous pouvez dire sur toutes les parties, et auquel cas, toutes vos parties vont maintenant avoir 4 emplacements disponibles. Notez que vous pouvez déplacer les joueurs directement sur la partie droite, remonter un joueur dans un emplacement disponible, voire permuter des joueurs. Si vous déposez un joueur sur un emplacement déjà occupé, les 2 joueurs sont intervertis. Voilà, donc cette partie-là est assez intuitive. Dernière chose, une chose qui arrive assez souvent, les modifications des horaires. Ma compétition a été initialement prévue à 9 heures, mais j'ai beaucoup trop de monde et je voudrais la faire partir plus tôt, par exemple à 8h30. Je me mets sur le premier départ. Je vais sur l'heure qui est indiquée ici, je vais mettre 8h30, 08:30, la touche tabulation, et on me propose automatiquement d'ajuster toutes les autres heures. Je réponds oui. Voilà, ma compétition maintenant commence à 8h30, et les autres départs ont été ajustés avec la cadence de jeu choisie jusqu'à la fin. Donc c'est ainsi qu'on peut éventuellement changer l'heure de départ d'une compétition en l'avançant, en la reculant, en créant des espaces. Par exemple, si je me mets sur 9 heures, et que j'indique que ce départ-là, c'est 9h10, je réponds oui à la question, et j'ai bien un espace maintenant, 8h50, on passe directement à 9h10. Mon départ de 9h n'est plus présent, ça permet d'avoir un break au milieu de mes départs. Donc voilà pour la gestion des départs. Alors, recalcul automatique de l'ordre des joueurs, vous savez, c'est l'honneur à l'intérieur des parties. C'est le fait de présenter en premier le joueur de plus bas index, qui est un usage que vous pouvez ou non appliquer. Ce n'est pas une règle. Bien, une fois que les départs sont prêts, vous pouvez les imprimer, comme je l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez également les publier sur Internet en cliquant sur le petit bouton bleu ici, le petit coq bleu. Et vous avez la possibilité, en cliquant en face de la liste des départs, la possibilité de les envoyer sur Internet, donc sur le site web de la fédération, dans l'espace licencié des joueurs. Et vous avez, ce qui sera l'objet d'un autre cours, la possibilité, vous, de reprendre les départs de votre club pour les mettre dans votre propre site web. Alors, je ne vais pas le faire pour la présentation parce que, d'une part, ça va prendre quelques secondes précieuses, mais ça va aussi envoyer une notification aux joueurs que j'ai inscrits, leur indiquant qu'ils ont la coupe du webinaire qui les attend aujourd'hui. Et je pense qu'on va en affoler certains si on fait ça. Donc, on a préparé la compétition, on a inscrit les joueurs, on a sorti les départs. Il est temps maintenant de sortir les cartes de score. Pour la sortie des cartes de score, je vais être obligé de remonter dans la partie inscription et cartes de score et cliquer sur le bouton carte de score ici. Sur les cartes, vous avez, alors je vais vous le remontrer un petit peu plus doucement. Donc quand vous êtes dans la partie inscription et carte de score, vous cliquez ici sur carte de score et vous tombez sur le panneau qui est généralement utilisé lorsqu'on veut faire des impressions. Il est important que vous choisissiez un modèle de carte. Vous avez la possibilité de sortir des cartes avec ou sans marqueur. Alors le marqueur, c'est l'accompagnateur sur la partie, c'est le partenaire ou l'adversaire à qui on confie la carte et qui va noter le score pour vous. Le logiciel, quand vous avez préparé vos départs, est capable de désigner un marqueur de la même partie. Ça peut être bien pratique. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc j'ai choisi carte de score avec marqueur. Je peux éventuellement mettre des commentaires. Je vais mettre bonne partie. Et je vais lancer un aperçu. Voilà, donc j'ai mes cartes de score, vous les voyez sur la gauche, qui sont toutes générées dans un même paquet, et vous avez
dans l'ordre en fait qui est l'ordre qui correspond à celui de votre tri dans la liste des inscrits. Vous avez vos joueurs et puis le marqueur, donc le joueur qui part dans le même départ à 11h40 et qui va marquer la carte du joueur principal. Vous avez bien sûr toutes les informations sportives qui sont indiquées, ainsi que l'heure de passage théorique à la fin de chaque trou pour lutter contre le jeu lent. Donc voilà les cartes de score. Vous pouvez donc les imprimer directement, mais vous pouvez aussi, en cliquant sur le bouton exporter, les envoyer dans un fichier PDF. Et pourquoi pas, par exemple, les transmettre ensuite par mail à quelqu'un qui va les imprimer pour vous. Ça peut être un imprimeur, hein, par exemple. Donc vous avez ces possibilités-là. Vos cartes sont imprimées. Elles sont remises aux joueurs. Maintenant, ça va être à eux de jouer, c'est le cas de le dire. Et on va aller dans la partie saisie de score pour enregistrer les scores de chacun. L'enregistrement de score, le recording, se fait de manière assez simple. On se met dans la partie saisie de score et pour appeler le joueur, on va appuyer sur la touche F3. La touche F3 va appeler les joueurs dont les cartes n'ont pas encore été saisies. Je vais taper un nom, Aubry, AUB, entrée, et je suis dans la fiche de M. Aubry et je vais saisir son score. Une fois que la saisie est terminée, je valide. Alors, une petite indication, une petite astuce, ce panneau-là est parfois gênant. En fonction de la taille de votre écran, il peut se mettre par-dessus vos cumuls. Donc si vous voulez contrôler le score, c'est pas très pratique. Je vous conseillerais de le remonter, de le mettre à un endroit choisi, en tout cas pas gênant, de faire votre contrôle, et ensuite, vous validez la carte. J'appelle un autre joueur, M. Choi, je saisis son score, je valide, et ainsi de suite. Quelques cas particuliers. Par exemple, j'ai un joueur interdit, et que je tombe dessus. Voilà. Cas particulier, la balle relevée notamment, donc 4, 5, puis là je vais noter une balle relevée. Vous avez plusieurs manières de faire. Soit vous tapez un 0, et le logiciel comprend qu'il doit passer directement au score d'après. La balle relevée, c'est du vide. Il n'y a pas de croix à noter, pas de 0. Vous tapez 0 ou vous passez à la case suivante avec la flèche de droite ou avec la tabulation, et le logiciel comprend que c'est une balle relevée en Stableford. Il n'y a pas d'attribution de points correspondantes. En stroke play, vous aurez un indicateur au moment d'enregistrer la carte en vous disant que la carte est incomplète. En stroke play, les joueurs doivent obligatoirement terminer tous les trous, sans quoi ils sont disqualifiés. Et justement, la disqualification, elle va se faire de cette manière-là. Alors je vais cliquer sur le petit crayon pour rentrer en modification sur la carte. Et je vais pouvoir choisir dans la liste déroulante ici le statut disqualifié pour le joueur ou la joueuse et l'enregistrer. Là, je n'ai pas noté de score, j'ai disqualifié la personne, donc par exemple parce qu'elle ne s'est pas présentée au départ ou parce qu'elle n'a pas terminé sa partie, donc je vais la disqualifier. C'est ainsi que l'on choisit les différents statuts de cartes qui sont possibles dans une épreuve. Dernière chose, la question est souvent posée pour un joueur qui fait un score au-delà de 9, ce qui ne sera possible qu'en stroke play. Au-delà de 9, normalement, en Stableford, ça correspond à une balle relevée. Mais dans ce cas-là, le logiciel le gère assez intelligemment. Quand vous tapez un 1, il considère qu'il y a plus de chances que ce soit un score supérieur ou égal à 10 qu'un trou en 1. Donc il attend automatiquement un deuxième score. Voilà, 12. Donc je tape un 1 et un deuxième score, j'ai un score sur 2 chiffres. Si réellement il arrive que j'ai un trou en 1, je vais taper 1 et je vais passer à la case d'après avec la touche tabulation ou à la souris ou avec la flèche droite. Voilà, et là le logiciel m'a enregistré le trou en 1. Dernière chose, en stroke play, si vous avez un joueur particulièrement en forme ce jour-là et qui vous fait un score supérieur ou égal à 20, comme le logiciel comprend quand même que 2, il y a plus de chances que ce soit un vrai score sur un trou, il enregistre le 2 et passe au trou d'après. Donc si vous voulez saisir par exemple un 23, c'est là qu'il va falloir cliquer sur score sur 2 chiffres et taper votre 23. Et vous n'oublierez pas de féliciter le joueur au passage pour sa bonne performance. Donc voilà pour la saisie des scores. Au fur et à mesure de votre saisie,
vous verrez que votre liste déroulante ici, ou la touche F3, vous aurez de moins en moins de joueurs sur un fond blanc. Les joueurs sur fond blanc sont les joueurs sur lesquels les scores ou les statuts ne sont pas encore enregistrés, et vous arriverez à une compétition complètement saisie pour laquelle vous allez pouvoir sortir vos résultats. Pour vous montrer un résultat qui correspondent à quelque chose, je vais revenir sur une compétition préparée à l'avance, ce qui m'évitera de saisir 70 cartes et de perdre les dernières personnes qui sont encore éveillées devant ce webinaire. Donc je suis dans une compétition que j'ai appelée la Coupe d'accueil. Il y a dans cette compétition 63 joueurs, dont 63 joueurs avec un score, 7 sans score, donc j'ai quelque chose d'assez complet. Je vais pouvoir aller dans la partie résultats ici, classement et prix, et vous montrer à quoi ressemblent les résultats. Ils sont automatiquement calculés. En fonction des filtres que vous allez choisir en bas de l'écran, vous allez avoir un résultat en temps réel sur cette partie-là, et que vous pourrez imprimer en cliquant sur la petite imprimante. Voilà, et en choisissant le modèle de votre choix. Par défaut, on est sur un résultat brut. Alors mixte, il faut comprendre le général. On est sur du brut général. Ce n'est pas forcément le résultat le plus intéressant. En tout cas, sportivement, il n'a pas trop de sens dans la mesure où, en brut, tant qu'on ne tient pas compte des repères de jeu et du handicap des joueurs, on ne compare pas entre eux des personnes qui sont parties de repères de jeu différents. Donc un résultat général a un peu plus de sens en net. Je peux choisir donc ici brut, net, sexe, soit tout le monde confondu, ou messieurs, ou dames. Donc si par exemple je veux le résultat de ma première série dames en net, je sélectionne net, dames, et ici je vais cocher première série, et j'ai le résultat de ma première série dames. Vous vous souvenez, les index allaient jusqu'à 18,4 pour la première série dames, et je peux imprimer mon résultat. Ce qui est souvent souhaité, c'est la possibilité d'imprimer tous les résultats, série par série, dans l'ordre. Auquel cas, vous avez un modèle qui est spécifiquement fait pour ça. Il faut d'abord aller dans les types de listes, dans ce qu'on appelle les résultats groupés. Voilà. Et ensuite, imprimer, et vous choisissez le modèle qui s'appelle résultats groupés par série, qui est celui présenté par défaut. Et vous avez vos résultats regroupés sur une même série de feuilles, série par série. Ça vous évite d'avoir à aller dans la première série messieurs, sortir les résultats, première série dames, sortir les résultats, etc. Petite précision, si vous demandez des résultats groupés féminins, vous aurez uniquement les séries féminines. Si vous demandez messieurs, vous aurez les messieurs. Si vous demandez mixte, vous aurez toutes les séries de votre compétition. Et dernière chose avant de terminer ce webinaire, à la fin de votre épreuve, lorsqu'elle compte pour le handicap, il vous faudra aller dans la partie Envoi des scores FF Golf. Vous cliquerez sur le bouton ici Envoi des scores, qui vous permet de transmettre vos scores et récupérer dans la foulée les nouveaux index des joueurs que vous pourrez ensuite publier en cliquant sur le bouton Imprimer. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je ne vais pas réellement envoyer les scores pour les personnes que j'aurais choisies dans ces compétitions. Quand vous envoyez les scores, il est automatiquement suggéré de publier également les classements sur le site web de la fédération. Et si vous souhaitez par exemple publier une épreuve qui ne compte pas pour le handicap, vous pouvez à tout moment aller ici dans le panneau de transfert, choisir publication des classements et cliquer ici sur transfert. Et votre compétition sera publiée sur Internet. Voilà, la présentation du jour était bien chargée, bien fournie. Nous allons cesser l'enregistrement et passer à la partie interactive du webinaire, la partie questions-réponses. Merci à tous de votre attention.